Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette entrevue avec le docteur Gaétan Brouillard. Je m'appelle France Gauthier, je suis animatrice, auteure, formatrice et je m'intéresse beaucoup à la question dont on va parler aujourd'hui. Alors le titre du nouveau livre de Gaétan, c'est une question de vie et de mort et le sous-titre « Réflexion d'un médecin pour apprivoiser sereinement le grand départ ». Alors moi qui me suis beaucoup intéressée à la mort puis qui a écrit quelques livres là-dessus, j'ai été très contente de te lire Gaétan. D'abord, bienvenue à cette entrevue. Ça fait plaisir, France. Hey, merci d'avoir écrit ce livre-là. Premièrement, parce que c'est peut-être étonnant pour certains de tes collègues médecins qui vont lire ça, peut-être même un peu provoquant, mais tu t'es mouillé à fond en écrivant ce livre-là. C'est un peu le philosophe et non le médecin qui a écrit, si je comprends bien, là. Tout à fait. C'était à la fois le philosophe et le médecin. Hein? C'est parce que la vie, pour moi, et la santé, ça fait partie de tout ça. Une santé physique, une santé psychologique et une santé spirituelle. Et j'avoue que ça fait quand même presque 1 an et demi que j'ai terminé ce livre. Et ce qu'on voit actuellement, c'est vraiment à propos de la vie, puis à propos de la mort aussi. La vie puis la mort, de toute façon, c'est la même chose. Je me suis dit, il faut que j'écrive sur la vie. J'avais écrit la santé repensée. J'ai écrit la douleur repensée. En passant, ça a été des best-sellers en plus de 60 000 volumes ici même au Québec qui ont été vendus. Et là, je me disais, il faut repenser la vie aussi parce que... Et là, je me dis, si j'écris sur la vie, il faut que j'écrive sur la mort. Ça fait partie. Je ne peux pas dissocier les deux. Mais là, j'ai dit, wow, là, je vais écrire sur la mort, mais on n'a pas grand référence scientifique sur la mort. Là, hein? Les gens qui sont venus de façon scientifique, wow, on n'a pas beaucoup de ça. Mais en même temps, j'ai pris un souci d'être le plus, quand même, scientifique, si on veut, par rapport à ce qu'on a au niveau de la mort et des gens qui sont revenus, tous les témoignages, c'est des milliers de personnes qui sont revenues. Donc, finalement, je me devais d'écrire sur la vie et sa fin de vie, qui est la mort aussi. Mais depuis qu'on a peaufiné, entre autres, les techniques de réanimation, il y a des millions de témoignages de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, qui en ont témoigné. Mais moi, je veux d'abord revenir sur d'où ça devient tout ça, parce que ça semblait important. Je l'ai lu au complet, ton livre, d'un couvert à l'autre. Je me suis régalée parce que, justement, ça fait du bien d'entendre un médecin parler de toutes ces questions-là. On va en parler dans les prochaines minutes. Là, tu parles de réincarnation, là-dedans, de conscience, de vie après la mort. Bref, c'est vraiment... ça va loin, mais ça te vient de loin aussi. J'aimerais ça qu'on parte au départ parce que à 12 ans, tu te posais déjà ces questions-là. Ta mère voyait les personnes décédées. Ton fils, par la suite, s'est mis à voir des petits êtres de lumière dans sa chambre. Donc, c'est comme si tu étais tombé dedans comme Obélix, là. Oui, absolument. Puis, tu mentionnes même à l'âge de 12 ans, je peux te dire qu'au collège, ma première année de collège, à 12 ans, je me questionnais qu'est-ce que je fais ici sur la planète, tu sais? D'une certaine façon, qui suis-je? Et je regardais même à un moment donné des gens qui pouvaient mourir. C'est quoi la mort aussi à 12 ans? Et je peux te dire que même des fois, c'est un peu comme s'il y a une partie de moi qui frôlait la mort, tu sais. Des fois, je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Au fond, peut-être je m'en vais d'ici. C'est un peu comme une espèce de suicide. Je me dis, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire. Mais non, il y a quelque chose à faire. Il faut que je découvre c'est quoi. Et puis, c'est pas par hasard, à un moment donné. À 12 ans, tu te disais ça. Oui, qu'est-ce que je fais ici? Puis, dans le fond, je pourrais ne pas être ici. Oui, c'est ça. Oui, c'est comme je dis, tu sais, le manteau de la grande faucheuse aurait pu passer. Puis, au fond, ça aurait été juste correct aussi. Parce que je me disais, c'est pas vrai que je suis juste ici comme un amas de chair à quelque part. Il y a quelque chose de plus grand que ça. Et c'est pas pour rien, finalement, quand j'ai fait mon cours de médecine et par la suite, j'étais en confrontation avec des morts, aussi mon cadavre, etc. Mais je voyais régulièrement à l'hôpital des gens qui avaient eu des tentatives suicidaires aussi, régulièrement. Et j'ai pas réalisé à quel point, quand j'abordais ces gens-là, après, un coup, je les ramenais à la vie, d'un état de conscience dans lequel on pouvait discuter, bien, là, je me mettais à parler, même si j'étais à l'urgence, je pouvais prendre 20, 30, 40, 50 minutes à leur parler de ce qui s'était passé et que finalement, le suicide, c'était pas une façon, si on veut, d'en finir avec la vie, parce que pour moi, c'était rendu clair quand j'étais médecin au tout début que la vie ne s'arrêtait pas. La mort physique n'était pas la fin de la vie. Et là, je pouvais leur parler. Et là, les infirmières, ils disaient,
qu'est-ce que vous avez fait, Dr. Brouillard, à ce patiente-là ou à ce patient-là? Lui qui était si triste, qui a pensé à ça. Et là, tout à coup, on le voit qui quitte l'hôpital et il y a une certaine joie de vivre à l'intérieur de lui. C'est comme s'il venait de régler quelque chose. Eh bien, je peux te dire que c'est parce que j'avais moi-même peut-être fait beaucoup de recherches par rapport à ça que je pouvais y inculquer un peu cette notion. Mais justement, ta mère, quand tu étais tout jeune, te disait « J'ai vu ton oncle qui est venu me dire qu'il était décédé alors que vous étiez dans un chalet où il n'y avait pas de Wi-Fi à l'époque, pas de téléphone, pas rien, pas en tout. » Donc, tu avais déjà une mère très sensitive. Oui. Tu l'es toi aussi, ton fils l'est. Donc, il y avait déjà toute cette sensibilité-là et ça t'a amené à voyager, à aller poser des questions. Tu t'es promené, tu es allé jusqu'au Tibet pour poser des questions à des grands sages. Pourquoi c'était si important pour toi d'aborder cette question-là de la mort, de l'après-vie, de la réincarnation? Bien, en passant, ma mère m'en a parlé, mais pas pendant que j'étais jeune, même si j'avais... Elle a comme peut-être pas osé m'en parler en pensant peut-être que je ne l'aurais pas nécessairement accepté, parce que c'était pas vraiment clair encore. C'était un peu plus tard qu'elle me parlait de ça, quand j'étais un petit peu plus âgé, là, dans la vingtaine, qu'elle me disait « Ah, j'ai vu mon oncle un tel qui il est venu me voir ce matin. » Tu sais, j'ai dit « Comment ça, il est venu me voir ce matin? » J'ai dit « Il n'y a personne qui est venu cette semaine, là, en la campagne, puis il n'y a pas de téléphone. » Ah, bien, il est venu me voir, il est venu me dire que c'était terminé pour lui, il était très bien de l'autre côté, puis avertis tes sœurs que tout est bien. Fait que là, tu sais, je dis, bien, pour moi, c'était comme correct aussi. Je dis, elle l'a vu, la mère, bon, c'est correct, elle l'a vu. Je ne vais pas me poser de questions là-dessus, ça elle l'a vu. Mais toute cette question-là devait, pour moi, prendre vraiment une importance parce que je réalisais que peu importe ce qu'on fait dans la vie, aussi beau, on peut avoir des belles professions, on peut faire beaucoup d'argent, on peut avoir toutes sortes de belles choses, mais finalement, il y a une question qui arrive dans la vie, c'est qui suis-je véritablement? Qu'est-ce que je fais ici? Puis au fond de ça, c'est quoi la vie? Il faut se poser la question un jour, c'est quoi la vie? Puis avec tout ce qu'on passe actuellement là, avec les... C'est une période difficile là, qu'on vit, puis je le dis d'ailleurs dans le livre au tout début que on va passer éventuellement une période de révolution, une période, d'une certaine façon, il faut tout remettre en question, se transformer. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Qui sommes-nous? Etc., etc. Donc, c'était pour moi une question tellement... Pour ça, j'ai appelé ça une question de vie et de mort, parce que pour moi, c'était la santé repensée, l'après-vie repensée. Hey, c'est une question de vie et de mort. C'était tellement important. On ne peut pas passer sur la planète, sur cette plateforme d'évolution, sans se poser cette question-là un jour. Mais je pense que tous les êtres humains finissent par se la poser à un moment donné, oui. Ne serait-ce que sur leur lit de mort. Mais abordons les sujets que tu abordes. Parce oui. que ce qui est étonnant là-dedans, là, tu commences entre autres en disant, en sortant des études qui ont été faites par surtout des physiciens, la physique quantique qui commence à expliquer que tout est énergie dans l'univers, qu'on serait de la lumière. Et là, tu pars en disant l'homme est lumière, que l'univers, c'est la pensée. Et après ça, tu vas aller parler de thèmes quand même, tu vas parler de clairvoyance, de méditation, de la vie après la mort. Parlons-en justement des recherches que tu as faites là-dessus. Alors, explique-nous un peu ta position ou en tout cas ta compréhension de c'est quoi l'énergie, qu'on serait lumière, par exemple. D'accord. J'essaie de définir l'homme, puis je dis sûrement qu'à un moment donné, on est capable de voir c'est quoi une formation, c'est quoi un corps humain, par exemple. Puis on cherche tout le temps à l'extérieur, mais peut-être qu'il faut regarder un petit peu plus à l'intérieur. Puis on s'aperçoit de plus en plus, avec la physique quantique, quand j'ai commencé à lire là-dessus, j'ai dit, hey, ces bonhommes-là, c'est des prix Nobel, que ce soit Einstein, Planck ou Heisenberg, c'est des gens, c'est des génies. Ils nous ont dit des affaires tellement importantes, mais on dirait qu'on ne les a pas vraiment écoutés encore, parce que c'est pas assez rationnel, c'est pas assez physique, on les touche pas assez. Mais tout ce monde de l'invisible est tellement plus important qu'on pense. Parce que pour moi, actuellement, on a le monde qu'on a simplement parce qu'on pense que le monde qu'on a devrait être comme ça. C'est à travers nos pensées ou nos croyances que finalement, on matérialise tout ce que l'on voit. Ça a l'air un peu bizarre à dire ça, mais Einstein puis Planck disaient la même chose. Heisenberg disait que finalement, tout ce qui existe, ça vient d'une pensée. Évidemment, un grand penseur, là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est le créateur. » On va appeler ça la connaissance universelle. La connaissance universelle, le mental universel, etc. Mais pour eux autres, c'était vraiment clair, pour ces gens-là, à travers toutes les expérimentations qu'ils faisaient au niveau de l'invisible. Et en passant, c'est pas parce que c'est invisible que ça n'a pas de puissance. Hein? La guerre atomique, s'il y a bien quelque chose de puissant, c'est quand tu divises l'atome. Donc, plus on va dans l'infini petit,
plus on va expliquer les choses que l'on voit ici actuellement. Et même Einstein nous disait que lui, c'est pas... Nous, on est dans la 3e dimension, mais pour lui, il y en avait 11 dimensions. Hey, imagine, j'essaie juste de penser la 4e, la 5e, où on en est. Bien, tu peux t'imaginer avec autant de dimensions. Donc, c'est toutes des fréquences. Finalement, il faut réaliser que tout est vibratoire. Tout est vibratoire. Et Donc, que la pensée crée, tu parles beaucoup de ça, que la pensée crée, et que c'est important, même toi comme médecin, quand tu parles à tes patients, de réaligner leur pensée parole-action, justement pour qu'ils aient une influence sur leur propre biologie, leur propre santé. Là. Ça va aussi loin que ça. Ah, absolument, absolument. Puis ça va même plus loin que ça, là. Je veux dire, en fait, je l'ai préécrit dans le livre. À un moment donné, quand les gens venaient s'asseoir, puis là, on parlait ensemble. Puis là, à un moment donné, je voyais la personne, après un certain temps, la personne comme étant guérie. Tellement, là, que j'avais un petit... Il y avait un petit côté joyeux en moi. Puis des fois, les patients le ressentaient, ça. Parce que je voyais à l'intérieur, là, je parlais, puis à un moment donné, je voyais simplement le problème qui s'en allait. Je le ressentais. Évidemment, je ne le voyais pas avec mes yeux. Je le ressentais. Mais c'est une perception. C'est une perception. Mais à un moment donné, il y a une patiente qui m'interrompt. Elle dit, docteur, vous êtes en train de rire de moi. Oh! Et là, j'ai dit, oh, palais, ça paraît tant que ça, tu sais. Je riais pas d'elle. Mais pour moi, c'était réglé. Tu te réjouissais. Je me réjouissais parce que je savais que dans les prochaines semaines, c'était fini, son affaire. Et là, je dis, waouh, ça va loin, là, tu sais. Autant elle, ça peut se tuner, si on veut, se synchroniser avec cette vibration de guérison. Et la personne qui est là, qui l'entend, qui l'écoute et qui visualise aussi l'autre personne de ce côté-là, eh bien, c'est une formule gagnante, définitivement. Tu es un médecin quand même hors norme en ce sens que tu t'es intéressé à la naturopathie, à l'ostéopathie, à l'acupuncture. Tu t'es spécialisé, entre autres, dans le traitement de la douleur. Justement, est-ce que tu penses que la pensée a un effet directement sur des maladies chroniques comme la douleur chronique, entre autres? Ah, absolument. Puisque tout est vibratoire. Et ça n'a pas été facile d'écrire un livre comme ça parce que je voulais aller chercher quand même une certaine science en arrière de ça, parce que je suis quand même médecin. Et peut-être que j'ai parlé de certaines expériences, dont une qui était assez intéressante, c'est qu'il y a des chercheurs qui ont fabriqué des petites boîtes très, très sensibles. Et par exemple, lorsque la personne méditait, il était capable de voir les récepteurs dans la petite boîte qui s'agitaient. Donc, il y avait un enregistrement à distance. Donc, un peu comme un électroencéphalogramme, on voyait très bien là, les ondes qui commençaient à monter, descendre, se promener, etc. Et sinon, c'était plat. Et là, après ça, donc, il a fait ça de façon individuelle. Puis là, il s'est dit, si on avait un ensemble de personnes, par exemple, qui méditaient ensemble, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, à sa grande surprise, ça s'est mis à s'affoler constamment. C'était une automatique. Et là, il était plus loin que ça. Donc, une intention multipliée par X nombre de méditants va changer la donne. Donc, on peut mesurer. C'est mesurable. Donc, c'est scientifique. Et c'était plus loin. À un moment donné, ils ont fait une expérience. Ils ont mis à peu près 80 petites boîtes à travers la planète et à certains endroits, là, des grandes villes, etc. Puis, ils étaient tous synchronisés ensemble. Et le jour où Lady Diana était décédée, le jour en 2001, le 11 septembre, eh bien, il y a eu un affolement incroyable parce que les gens étaient tous en pensée, si on veut, en espèce d'égrégore. Voilà, là, j'allais dire, tu parles d'égrégore. Je ne connais pas d'autres médecins que toi qui parlent d'égrégore dans la vie. C'est quoi un égrégore? C'est une concentration de pensée, donc d'énergie. Et ça peut être très positif comme ça peut être très lourd. Et dans le cas du 11 septembre, ça a été un égrégore planétaire, très lourd, qu'on peut mesurer. Qu'on peut mesurer. Ça, c'est fascinant. Fait qu'il faut arrêter de dire, c'est juste dans la tête. Non, c'est vraiment quelque chose, c'est la vibration. Donc, le jour où on va avoir des instruments suffisamment précis et sensibles, c'est toutes des choses qui vont être faciles. On dit, enfin. Mais c'est déjà commencé. Ouais. On n'est pas obligé d'attendre. On le savait déjà, ces choses-là. Puis là, on commence tranquillement à prouver toutes ces choses-là. Et tu parles beaucoup des études du Dr Emoto, d'ailleurs, qui, par le pouvoir de la pensée, vont changer la cristallisation de l'eau, ce qui veut dire que si on est 70 fait d'eau, on peut aussi avoir une influence sur notre propre biologie. Une belle pensée va avoir une belle cristallisation, alors qu'une pensée chaotique va montrer quelque chose de vraiment pas beau. Tout à fait. J'en ai parlé dans mon livre « La santé repensée ». J'en parle également un peu là-dedans. Et puis Dr Emoto a même écrit un livre spécialement pour les enfants, justement, sur ce phénomène-là. Et tu sais, quand on parle de taxage scolaire, là, bien, c'est vraiment à propos de ça. Oui. On ne sait pas à quel point un petit bonhomme, une petite bonne femme qui traite son partenaire de ci, de ça négativement, bien, il démolit vibratoirement. Et ça va jusque dans ses cellules, pas juste dans sa psychologie, ça descend dans son physique aussi. Donc, c'est très, très important de prendre conscience de ça. Et plus en plus, là, j'y pensais ces jours-ci puis ces semaines-ci,
je pense qu'il va falloir que je retourne dans les écoles pour sensibiliser les enfants à ça, les jeunes enfants. Je l'ai fait avec des enfants de 5 ans, puis les enfants ont été vraiment, là, ils ont embarqué tellement. Et ils sont tout ouverts de toute façon à ça. Ces jeunes-là. Oui, oui. Alors, on a parlé de la vie, parlons de la mort maintenant. Mm-hmm. C'est quoi la mort pour toi? Qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, Gaétan, selon toi? Bien, je dirais, tu parles pas nécessairement juste au niveau physique, là, c'est sûr que c'est un Non, moi, je te parle au niveau psycho-spirituel, physique, c'est ça. l'ensemble de l'œuvre. C'est ça. Fait que donc, OK, il y a une mort cardiaque, une mort cérébrale, mais on a réalisé que même lorsqu'il y avait un arrêt cardiaque et un arrêt électroencéphalographique du cerveau, que les gens gardaient une conscience. Et ça, c'est pas juste une fois, là, c'est toutefois des bonhommes comme Ben Alexander, qui est un neurochirurgien de Harvard, que je connaissais, puis j'ai rencontré à 2 reprises. Et lui qui était le grand spécialiste en neurochirurgie. Tu sais, les cerveaux, ils avaient des mains, ils disséquaient jusqu'au jour qu'il y a eu une encéphalite bactérienne très sévère. C'était même le plat sur son électroencéphalogramme. Assez que ses confrères, il disait à sa femme, OK, on le débranche. Sa femme, elle dit, personne ne pensait qu'il reviendrait de là. Mais non, il est revenu complètement. Donc, et Dr. Alexander, il a dit, pour lui, c'est une preuve actuellement, la conscience est extracorporelle. C'est pas le cerveau qui fait de la conscience. Le cerveau, c'est un récepteur, c'est un synthétisateur. C'est comme un ordinateur, finalement. Hein? C'est un disque dur. C'est un disque dur, mais ce n'est pas le disque dur de sa conscience. Tout ce qu'on a, c'est une conscience de la personne, mais ultimement, la vraie conscience est à l'extérieur du corps. C'est pour ça que lorsque le corps meurt, eh bien, la conscience, ça continue. Et Ben Alexander a écrit le livre qui s'appelle La preuve du paradis. C'est partout à travers la planète, en plus, pour en parler. Oui. Effectivement, c'était étonnant dans la bouche d'un neurochirurgien. Moi, en tout cas, quand ça a sorti, ce livre-là, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça venait appuyer des choses qu'on peut savoir, mais qu'on n'avait pas nécessairement de témoignages crédibles qui allaient avec. Et là, il y en a de plus en plus. Donc, la conscience, d'après toi, est-ce que tu en comprends, ou en tout cas, tes convictions, c'est que la conscience survit au corps physique? Oui. Et c'est quoi la conscience? C'est difficile à cerner, la conscience. C'est un peu comme dire qu'est-ce qu'elle a l'air, France? Elle n'a pas l'air de ça, en tout cas, je peux te le dire. Non, mais t'imagines, France est au 2e étage, puis elle regarde une femme passer. Elle peut dire c'est qui cette femme-là. Mais là, il faudrait que France, qui est au 2e étage, regarde France passer en bas, puis qu'elle dise voici, ça, c'est France, elle est comme ci, comme ci, comme ça. Fait que c'est très difficile pour la conscience de s'auto-définir. C'est pour ça que finalement, on a comme plusieurs consciences. Il y a une conscience de la personnalité. Il y a le petit moi. Il y a le petit moi, c'est ça. Il y a une conscience un peu plus grande et plus, à mon avis, plus l'évolution elle arrive. L'évolution, c'est juste une question d'expansion de conscience. C'est uniquement ça. Parce qu'au fond, on est des êtres de conscience. La conscience est un peu plus grande si on pourrait parler, par exemple, de l'âme, et la conscience encore plus grande, ce serait l'esprit. Donc, on est tous reliés. On est des petites parcelles. Et ça, on est d'accord que c'est une question de vocabulaire? Moi, je l'aurais dit à l'inverse. Oui. L'âme est plus grande que l'esprit ou l'esprit, ça dépend. Moi, c'est pas l'esprit mental, c'est l'esprit universel. Je comprends. Le grand c'est pour ça qu'il y a une question de vocabulaire là-dedans, puis on ne s'ostinera pas là-dessus, mais en même temps, ta conviction, c'est que la conscience survit au corps physique. Tes voyages au Tibet, ta rencontre avec aussi les spiritualités orientales, est-ce que ça a influencé cette conviction-là? C'est ça. Je pense que le mot, c'est la conviction. Donc, j'avais déjà la conviction, d'accord? Là, il reste à la prouver un jour. Oui. Mais je te dirais que j'ai plus besoin d'attendre que la science me prouve une chose que finalement je sais. Il y a une partie qui sont vues, tu sais, raisonnables, la raison, le raisonnement, l'intellect. Je réalise de plus en plus que l'intellect ne peut pas comprendre ce que l'intuition est capable de deviner. L'intuition peut deviner avec certitude. Mm-hmm. C'est incroyable, ça. C'est-à-dire qu'on sait des choses éventuellement, que c'est ça l'affaire. Puis tu n'as pas besoin d'attendre que la science, parce que la science est en général toujours retardée. L'homme existe depuis longtemps, bien avant la science. Hein? En passant, là, ça fait longtemps qu'on existe, bien avant tout ça. Là. Que ce soit les lois de la gravité, ça a toujours existé. Qu'on y croit ou qu'on ne croit pas, ça n'a pas d'importance. La loi, elle est là, c'est un principe. Mm-hmm. L'âme et le grand esprit, après ça, la surâme, la monade, peu importe, c'est aussi un principe. C'est quelque chose d'invisible, de subtil, mais c'est là, et il faut. Et on ne peut pas en prendre conscience tant et aussi longtemps qu'on l'observe pas. Hein? Ça, c'était une chose qu'on a vue en physique quantique.
On sait à chaque fois qu'on regarde quelque chose, une expérience même scientifique, on en change la donne à chaque fois. L'expérimentateur n'est jamais quelqu'un de passif. L'expérimentateur, imagine, il fait influencer rien, l'expérience. influence tout ça. Ouais. Et c'est la première chose à faire, c'est observer. Donc, il faut commencer à s'observer. Et le jour où on commence à s'observer, on commence véritablement à pouvoir avoir une possibilité de changer. Tant qu'on ne s'observe pas, il n'y a rien qui va changer. Tu abordes quelque chose là-dedans qui m'a fascinée parce que je t'ai même écrit quand j'ai commencé à lire ton livre, puis je me disais, mon Dieu, mais quelle synchronicité incroyable. On collabore ensemble sur une plateforme Sem Media là, que j'ai lancée avec la réalisatrice Nathalie Ducharme et on ne s'était pas parlé avant. Je lis ton livre et moi, sur cette plateforme-là, j'anime une série qui s'appelle Quand la physique rencontre la métaphysique, où est-ce qu'on aborde les mêmes sujets. C'est comme si présentement, c'est dans l'air du temps et que plein de personnes sans s'être parlé vont arriver avec les mêmes découvertes ou les mêmes sujets, comme si la connaissance, elle est disponible, elle est là, et quand les gens sont prêts à l'entendre, il y a plusieurs canaux qui vont en parler en même temps. Ça, tu abordes ce sujet-là, tu le dis, des scientifiques vont faire des découvertes en même temps. Comment c'est possible? Oui. Alors, ça veut dire que toute la connaissance, ce serait d'une matière accessible. Oui, c'est ça, la matière est toujours accessible. Il s'agit simplement de se tuner à ça. C'est une question de vibration. Le jour où tu te syntonises sur une certaine vibration, eh bien, tu vas découvrir telle affaire. Et l'autre savant, à l'autre bout du monde, la même journée, il va être aussi en syntonisation, il va avoir découvert la même affaire. Il n'y a aucune relation directe, visible avec eux, mais ils sont indirectement reliés aussi. Mais on est rendu là, l'humanité est rendue là, donc on va aller chercher la connaissance. Ah oui. Dans ce livre-là, à la fin, tu parles de karma, tu parles de réincarnation. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ça, c'était des sujets un peu plus difficiles. Tu sais. Je savais déjà un paquet de choses là-dessus. Et comment l'aborder pour le public aussi. Tu sais. Premièrement, le karma, bien, ça a été peut-être l'occasion la plus facile pour moi de parler de karma parce que c'est pas compliqué du karma. Là. Puis, au fond... C'est de la cause à effet. C'est de la cause à effet. Là. Tu sais, c'est une loi, c'est une grande loi que si tu fais quelque chose à quelque part, tu dois le réparer ou en subir les conséquences. Tu sais, que ce soit pour toi-même ou pour les autres. Et je donne un paquet d'exemples de karma. Tu sais, si tu mets ta main dans de l'acide, ben, tu vas relever ta main puis tu dis, ah, c'est ça un karma d'acide. Ben oui, la peau a toute tombé. C'est un karma. C'est simplement ça. Même, je donnais l'exemple, tu vas stationner puis dans ton égarement, ben, tu stationnes, tu prends 2 lignes au lieu d'une, tu sais, puis les stationnements sont serrés un peu. Et là, quand tu arrives pour prendre ta voiture, il y en a un qui attend, c'est à la seule place. Et là, tu as le droit à un paquet d'injures. Mais tu t'es attiré un karma. Tu n'as pas fait selon les règles, à quelque part. C'est ça, du karma aussi. Donc, le karma est très, très physique actuellement. On le vit tous les jours. C'est pour ça qu'il faut apprendre à vivre, parce qu'on souffre énormément, parce qu'on ne sait pas ces lois-là, qui sont des lois invisibles, à quelque part. Et la réincarnation, parce que ça aussi, ça vient un peu probablement de tes recherches ou ce que tu es allé voir dans la culture orientale. Mais c'est vrai, et je l'ai lu dans ton livre, que même les chrétiens croyaient à la réincarnation jusqu'au 3e siècle, jusqu'à Constantin. Oui, déjà, même, j'étais retourné. Moi, même plus jeune, j'ai lu tous les livres, là. J'ai lu le Nouveau Testament, je savais tout ça par cœur. Puis je me souviens des passages de Jésus où il demande, les apôtres, ils demandent, étais-tu la réincarnation d'Ésaïe? Ah, wow! Tu sais, fait que déjà, on pensait à ça. Fait qu'on en a beaucoup coupé dans la région catholique parce qu'on croyait à la réincarnation auparavant. Et quand j'ai fouillé, effectivement, c'est à partir du 2e concile de Constantinople qu'on a décidé on n'en parle plus de la réincarnation. On voulait plutôt parce que les gens... ça enlevait du pouvoir à l'Église. Oui, ça donnait du pouvoir à l'Église. Puis en même temps, ça disait, hey, garde, là, attendez pas à la 21e incarnation pour faire quelque chose de bien dans votre vie parce que vous avez juste une vie. Donc, tu vas mettre le maximum dans cette vie-là parce que sinon, tu t'en vas peut-être à quelque part que tu n'aimeras pas. Tu peux. Pour moi, l'enfer, ça n'existe pas. Le paradis n'existe pas non plus. On est des êtres de lumière à quelque part. On fait partie des photons. On est tous des biophotons. Et ça, c'est une réalité. C'est ce que dit la physique quantique. Ben oui, la physique quantique lumière et c'est des photons, donc on est des particules de lumière. C'est ça. Puis c'est la seule raison pourquoi je suis capable de te voir, parce que tu es une femme biophotonique. Ah, j'aime ça. J'aime ça comme... on va prendre ça pour un compliment. Bien sûr. Gaétan, la question qui tue, là, as-tu peur de la mort? Non. Je te dirais que il va advenir ce qui va advenir, au sens que je te dirais qu'il y a une grande... La nature, l'énergie, le grand mental supérieur, si on veut, il nous aime.
Tu sais, il nous aime. Fait que je suis convaincu, appelle-le Dieu. Imagine que Dieu n'en veut pas à sa création. Il veut rien de mal pour sa création. C'est nous qui, finalement, avec toutes sortes on est tout mêlé, on ne connaît pas, on ignore les lois, on agit différemment, on essaie d'avoir toujours des jeux de pouvoir, etc. Et c'est nous, finalement, qui nous créons notre misère. Puis quand il arrive le moment de la mort, la plupart des gens, on est tous attachés parce qu'on a l'impression que c'est juste ça qui est important. C'est ce qu'on a accumulé, nos enfants, notre femme, etc., les amis. Puis à un moment donné, tout ce qui va partir, c'est le corps physique. Mais à quelque part, on va retrouver toute cette gang-là aussi un jour. Fait qu'on est juste sur une vibration différente. Il est où le monde de la mort? Ben, je te dirais qu'il est juste ici. Il est juste là. Puis là. Puis il est là. Puis j'avais dit même à Denis Lévesque, regarde, il est même à l'intérieur de ma main, il passe à l'intérieur de ça. C'est une fréquence différente. Les gens, ils pensent en termes de physique ben newtonienne, tu sais, espace et temps, etc. Il n'y en a pas d'espace le jour où tu arrives dans l'invisible, dans ce que j'appellerais tout le côté vibratoire. Donc, il s'agit simplement de changer de vibration et tu rencontres des gens différemment dans ces vibrations-là aussi. Ben, juste les ondes présentement qui font en sorte qu'on est capable d'être diffusés, oui, là, ils sont partout en même temps. C'est ça. Puis je te dirais que déjà Radio-Canada, TVA est ici. Tout le monde est ici, là. Tout le monde est là. Tout le monde est dans le party ici. Il s'érigerait juste qu'ils se syntonisent sur la même fréquence, puis tout le monde entendrait la même affaire. Est-ce que c'est une espèce de legs pour toi, ce livre-là, là, qui est magnifique, là? C'est une question de vie et de mort. Je vous le dis, là, prenez le temps de lire ça parce que ça fait du bien que ce soit un médecin qui aborde tout ça, qui apporte aussi toutes les études qui ont été faites, des grands scientifiques qui se sont posés ces questions-là, qui ramènent aussi dans l'histoire, parce que tu nous ramènes à Einstein qui disait, dans le fond, à la fin de sa vie, tu le dis pas là-dedans, mais Einstein, à la fin de sa vie, il disait, c'est bien beau la relativité, là, mais moi, je veux comprendre Dieu maintenant. Ben oui, tout à fait. Alors, est-ce que c'est ton legs, d'une certaine façon? Ben, il y aura d'autres livres, là. Mais je ne sais pas encore, mais je ne sais pas. Peut-être des romans, je ne sais pas. Mais effectivement, il fallait, à un moment donné, en 2015, quand j'ai écrit La santé repensée, j'ai dit, je ne peux pas arrêter. Là, ça fait 43 ans de médecine. Là, à un moment donné, il va falloir partir, faire d'autres choses. Puis comment sensibiliser au lieu de 1 à 1? J'ai dit, il faut que j'écrive. Voilà, j'ai écrit c'est quoi pour moi la pensée et comment les gens devraient retourner le penser, comment retrouver leur santé. Et Guy Corneau avait bien défini comme dire allez chercher votre médecin intérieur. Tu sais, encore là, la synchronicité là, avec Guy Corneau, là, c'était assez incroyable. Après ça, c'était la douleur. Après ça, c'était la vie repensée, la douleur. Et la mort, finalement, en bout de ligne, je te dirais oui, c'est une trilogie qui fait que finalement, pour moi, ça résume un paquet de choses. Et c'est des livres qu'il faut relire, hein, parce que je l'ai relu encore, parce que elle va sûrement me poser des questions sur mon livre. Il faut que je me souvienne de quoi j'ai écrit. Tu l'as oublié des bouts. Oui, puis je n'ai oublié des bouts. Fait que j'ai dit, je trouvais que c'était bien écrit, tu sais, puis je me suis surpris moi-même. Non, mais je vais pas... J'adore ça parce que c'est vrai que c'est bien écrit. Mais non, mais je dis, comment ça j'ai pu dire ça comme ça à un moment donné? Probablement, j'étais tuné. Tu étais probablement très inspiré. Ben oui, j'étais sûrement inspiré. Là. C'est pas une vantardise, là, mais c'est juste que je dis, wow, ben, ça fait partie finalement que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Et si tu te permets de dire que la vie, c'est grand, ben, tu vas devenir grand aussi. Est-ce que tu vas te réincarner, Gaétan? Bien, sûrement, hein, j'ai encore beaucoup à apprendre. Hey, on va revenir ensemble, on va avoir d'autres choses à se compter dans sa prochaine vie. Alors, c'est une question de vie et de mort, réflexion d'un médecin pour apprivoiser sereinement le grand départ. Allez vous le procurer, il est déjà partout dans les grandes librairies et aussi, on peut se le commander sur le web, là, c'est la mode de ce temps-là sur le net. Alors, merci beaucoup, Gaétan. Merci d'avoir écrit ce livre-là. Et merci aussi parce que nous autres, on va se retrouver sur SEM Média. Gaétan, il va offrir une formation qui s'appelle justement Connecté à son médecin intérieur. Fait que j'ai déjà hâte. On va tourner ça ensemble dans quelques semaines. À très bientôt. Puis merci beaucoup pour ce leg. Bien, merci ce bel accueil que tu m'as offert, France. Et merci aussi ici au Salon des Congrès là, pour le Salon du Livre. Merci à vous tous et bonne lecture. Oui, merci. Merci.